Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission qui donne la parole à vos députés. Ils se livrent à vous afin de vous informer, de vous éclaircir sur les dossiers chauds à Laval. Bienvenue à la parole aux élus. C'est avec grand plaisir que l'on reçoit pour notre toute première émission la ministre régionale de Laval, Mme Francine Charbonneau. Bienvenue en studio. Merci. Comment allez-vous? Ça va bien. Bien. Bien, il fait beau. Il fait beau. Ça va bien. Et pour que nos concitoyens découvrent un peu votre parcours à ce jour, permettez-moi de faire un petit bref résumé. Ça vous va? Allez-y. Alors, vous avez été la présidente de la commission scolaire de Laval pendant 6 ans jusqu'en 2008, avant d'être élue pour la première fois lors des élections provinciales comme députée d'Émile-Île. Vous avez également été adjointe parlementaire à la ministre de la Famille et membre de la commission scolaire de la Commission de la santé et des services sociaux de 2010 à 2012, avant d'être élue dans votre comté d'Émile-Île. En avril dernier, vous avez été réélue pour un 3e mandat dans votre comté. À ce jour, depuis le 23 avril, vous êtes non seulement ministre régionale de Laval, mais également ministre de la Famille, ministre responsable des aînés et responsable de la lutte contre l'intimidation. Vous avez beaucoup de responsabilités sur vos épaules. Partagez-nous votre secret. Comment vous faites pour occuper et gérer autant de fonctions en même temps? Je vous dirais que je suis choyée. J'ai du personnel exceptionnel. Chacun d'eux a sa responsabilité. Puis on travaille en équipe. Donc c'est réalisable. C'est réalisable à partir du moment où vous avez des gens qui vous entourent et qui vous aident à passer l'ensemble de ces dossiers-là. Quelquefois, un à la fois. Quelquefois, on a des journées complètes sur un seul dossier. Okay. Mais ça prend des gens, des professionnels qui vous entourent et j'ai ce privilège-là. Et c'est ça, comment vous faites pour trouver les priorités, les dossiers qui sont prioritaires? Oui, quelquefois, c'est eux qui nous choisissent, les dossiers prioritaires. Okay. Hein? Quand on est en négociation, je vous dirais, avec un regroupement, ou quand on est en discussion sur un dossier très précis, vous l'avez dit un petit peu plus tôt, hein, la lutte contre l'intimidation. Donc, il y a quelque chose qui s'en vient bientôt. Alors, il y a des journées, quelquefois, qui sont consacrées à ce dossier uniquement dans la journée. Par contre, il y a toujours des petits encarts, hein, des petits moments où on s'arrête pour parler d'un autre dossier dans la journée puisque tout s'enchaîne à une vitesse excessivement rapide. Vous devez avoir mal un peu à la tête tellement que vous devez être partout en même temps. Je dirais que quand je me couche le soir, je sais pourquoi je m'endors. Ah, OK, c'est bon. Et vous dites que vous avez été inspiré par votre prédécesseur d'Émile-Île, Maurice Clermont, pour sauter en politique. Racontez-nous un peu ce saut en politique. Bien, je vous dirais qu'à partir du moment où tu fais partie de la scène politique, qu'elle soit, pour moi, à ce moment-là, scolaire, municipale, provinciale, c'est des gens qu'on côtoie, hein, parce qu'en Laval, c'est l'aspect unique, c'est une île, une ville, donc les mêmes acteurs qui se côtoient dans différents événements. Donc, depuis 2003, j'avais des gens qui me disaient « Tu devrais aller au provincial, tu devrais aller au provincial ». Je vous avoue que le scolaire, j'aimais ça. Oui. J'étais vraiment dans un domaine que j'aimais et j'y suis arrivée parce que mes enfants m'ont poussée un peu vers ça. Donc, c'était un lieu confortable. J'avais des dossiers importants, j'aimais ce que je faisais. Je travaillais pour les personnes que je considérais les plus importantes, c'est-à-dire les 45 000 étudiants que nous avions à ce moment-là à la Commission scolaire de Laval. Et puis un jour, Maurice Clermont, qui est député de Émile-Île, m'invite à dîner pour me dire « Il faut que je te parle ». Donc, je me prépare comme une bonne présidente. Je mets mes dossiers des écoles de son comté. Je regarde l'éducation des adultes, comment ça se passe, la francisation. Puis je prépare mes dossiers. Puis je le rencontre au restaurant. Puis alors, il me dit « Tu sais sûrement pourquoi je te rencontre ». Puis je lui dis « Bien, c'est soit l'École Notre-Dame, soit Georges Vanier ou l'École Leblanc. Tu veux-tu qu'on commence par une ou par l'autre? » Puis il me dit non. Mon Dieu, vous avez rien vu venir. Vous vous êtes dit, bon, j'ai rien vu venir. Il fallait connaître M. Clermont, qui était un être qui, je vous dirais, qui était toujours très transparent. Mais cette fois-ci, j'avais jamais vu la question venir. Et là, il m'a dit, j'ai le goût de prendre ma retraite. Ah, bien, j'ai dit, c'est intéressant parce que tu es quand même très apprécié. Puis tu as posé des gestes concrets. Puis... Mais il dit, j'ai le goût de choisir mon prédécesseur. Je dis, OK, c'est intéressant. Il me dit, j'ai 3 noms sur une feuille. Il dit, j'ai demandé à la première personne, puis elle m'a dit non. Je me suis dit, oh, ça va pas bien. Ça va être long. Ça va être long.
Deuxième nom, il me dit, le deuxième nom, c'est toi. Wow. Alors, j'ai un petit peu une candeur. Alors, je lui dis, t'es-tu en train de me dire que je suis ton deuxième choix? Il me dit, oui, t'es mon deuxième choix. Puis il était très honnête. Il dit, tout le monde me dit que tu me dirais non. Ben, j'ai dit, tout le monde avait pas mal raison. Et là, il m'a dit, je vais te dire pourquoi. Il m'a raconté pourquoi je devrais. Puis à la fin, il m'a dit, est-ce que tu en es convaincu? J'ai dit non, j'ai besoin de réfléchir. Alors il m'a dit, embarque avec moi. Puis je vous dirais que dans la vie politique, il y a des moments comme ça particuliers qui sont un petit peu magiques. Alors j'ai embarqué dans sa voiture et il m'a conduit jusqu'à un endroit. On parlait dans l'auto, je n'ai pas regardé où est-ce qu'on s'en allait. Je me fiais à la conversation. Je ne conduis pas, donc je ne suis pas attentionnée à la route. Et il s'arrête et en s'arrêtant, il dit « Regarde à la fenêtre ». Fait que je me retourne, je regarde. Je vois un pilier de ciment. Je ne comprends pas trop ce qu'il me veut. Le messager. Il me dit « Tu sais c'est quoi ça? » C'est un pilier de ciment, Maurice, là. Il me dit « C'est le début des piliers qui vont construire le pont de la 25. » Wow. Puis il dit, t'arrêtes pas de me dire qu'un député, ça peut pas faire grand-chose. Il dit, moi, je t'annonce que ça, c'est là, parce que je l'ai faite. Puis le premier ministre m'a entendu, puis il m'a donné l'opportunité. Puis maintenant, Laval, on va avoir un pont pour traverser. Oui. Puis ça sera parce qu'un député a insisté. Et j'ai compris, juste là, avec beaucoup de tristesse, que j'étais pour laisser la commission scolaire de Laval, puis devenir députée. Wow! Très belle histoire. Je vous cache pas qu'en retournant au bureau, j'ai pleuré tout le long. Parce que je me disais comment je vais faire, comment je vais le dire, comment... Ça m'habitait tellement, mais ceci dit, j'avais la preuve d'une personne fort simple. Oui. Qu'on pouvait changer les choses. Qu'on pouvait changer les choses. Et maintenant, en tant que député d'Émile-Île, vous aviez mis de l'avant différents engagements lorsque vous avez été élu en avril. Un de vos engagements était aussi le transport fluide vers l'Est de Laval. Parlez-nous un peu de ce dossier. Il faut savoir que le transport en commun dans l'Est de Laval, c'est un petit peu problématique. Je vous dirais qu'on a le problème de l'œuf ou la poule. C'est-à-dire que j'ai pas suffisamment d'autobus pour mettre un horaire flexible et intéressant pour les gens de l'Est. Là, je vous parle de Saint-François, le bout de l'île. Et j'ai pas suffisamment de gens qui peuvent prendre l'autobus pour alimenter mon circuit. Alors, il faut qu'on trouve des pistes de solutions pour faire en sorte que la fluidité du transport, le fait que mon citoyen à Saint-François ait le même service que mon citoyen dans Chomédé, sur ce même principe-là, de fluidité de transport. Et il faut que la STL y trouve son gain aussi, puisque c'est un système qui se rentabilise. Oui, hein? Oui. Il faut savoir. Là. Donc, à ce moment-là, il faut regarder l'ensemble des gestes qu'on peut poser. Puis je me suis assise avec M. le maire. J'ai ce privilège-là, comme député provincial, de pouvoir m'asseoir avec le dirigeant de l'île pour dire, j'ai un souci, on peut-tu le regarder ensemble? Et c'est ce qu'on a commencé à faire. On parle beaucoup de l'autobus électrique. C'est quelque chose qui nous habite beaucoup. On souhaite le voir fonctionner à Laval. La STL est sur le coup. Donc, tranquillement, pas vite, on avance vers une possibilité d'avoir un transport un petit peu plus fluide d'ici 2 ans dans l'Est de Laval. Et un autre de vos soucis, c'est de protéger vos 3 grandes îles. Oui. Dans la rivière d'Émile-Île. Quelles sont-elles, pour ceux qui sont peut-être moins Saint-Joseph, Saint-Pierre et une toute particulière qui s'appelle l'île aux Vaches. Et que proposez-vous pour les protéger? Pour l'instant, il y a eu des gestes posés concrètement par le gouvernement du Québec qui fait qu'on peut les mettre en réserve. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire dessus, on ne peut pas changer les choses. On se doit de respecter l'environnement dans lequel elles sont. En 2012, au moment où nous, on était encore au pouvoir, je dis nous parce que depuis ce temps-là, il y a eu un changement de gouvernement et un autre, mais on a fait en sorte qu'ils reçoivent une somme importante en passant par les gens qui sont au niveau de la rivière d'Émile-Île dans Sainte-Rose. Oui. Donc, ces gens-là ont eu le mandat de faire une étude sur qu'est-ce qui habitait sur nos îles. Et on a découvert des choses extraordinaires. Hein? Ça a coûté 52 000 faire ce bilan-là, faire cette étude-là. Mais on a découvert des petites bêtes qui existent, qu'on ne savait pas. On a découvert la 2e plus grosse érablière d'érable rouge au Canada. Au Canada? Elle est chez nous, sur une île, est en ce moment protégée. Sûrement, c'est ça, parce que personne n'y a jamais touché. Donc tout à fait. Tout à fait. On a quelques habitants sur une des îles, mais les 2 autres îles ne sont pas habitées, ils sont protégés. Alors, il faut faire un effort supplémentaire comme gouvernement provincial, mais je vais aller plus loin.
comme gouvernement fédéral, comme gouvernement municipal, pour protéger cet environnement-là qui devient un lieu d'exception. Il y a les îles de Boucherville, bien nous, on a les 3 grandes îles. Oui. Et on peut avoir là un système, un poumon pour nous, puis en même temps, un endroit où on peut découvrir une faune qui n'existe pas partout, mais qui existe chez nous. Oui. Il faut la conserver. Il faut la conserver. Et faire attention. Il faut la conserver. Par contre, il faut savoir que dans ce défi-là, elles appartiennent à quelqu'un. Hein, il y a 3 propriétaires distincts. Okay. Et ils sont pas... On n'est pas en mesure de léser les gens. Là. On est plus en mesure de dire, on peut-tu se parler, on peut-tu regarder ensemble comment on peut faire, non seulement pour les protéger, mais pour faire en sorte qu'elles deviennent une propriété de la communauté et non la propriété d'une seule personne qui se sent lésée parce que lui, il aimerait bien faire un bâtiment dessus ou la rendre accessible. Puis là, il y a un autre palier de gouvernement qui dit non, t'as pas le droit. Donc, comment on fait pour tout faire ça? Bien, il faut asseoir des partenaires ensemble. Je pense à Canard Illimité, je pense à la Ville, je pense au provincial. Et l'organisme Sauvons nos 3 grandes îles qui est tout à fait qui se concentre sur la côte. Ouais. Hein, les Sauvons nos 3 grandes îles par le biais de Mme La Rochelle qui a fait une pétition qu'on a déposée en chambre pour éclairer l'ensemble de mes collègues sur ce dossier-là, mais aussi pour dire que c'était un dossier qu'on avait à cœur. Puis je vous dirais que j'ai le privilège de les avoir dans mon comté, mais l'ensemble des députés de Laval sont soucieux de ce qui se passe pour les 3 grandes îles. Et vous occupez également la fonction de ministre de la Famille, une autre de vos fonctions, pour la toute première fois depuis avril. Et un grand dossier auquel vous devez travailler souvent, c'est tout ce qui entoure le centre de la petite enfance. Oui. Expliquez-nous votre rôle principal en tant que ministre de la Famille. Je vous dirais que le ministère de la Famille, si on enlevait les petits dossiers, puis je suis sûre qu'il y a des gens qui seraient déçus d'entendre, je vous dirais les petits dossiers comme, je vous en donne un, la conciliation travail-famille. Il resterait l'ensemble du ministère qui gère les services de garde. Parce que vous me dites les centres de la petite enfance, qu'on appelle affectueusement les CPE, mais il y a d'autres modèles. Hein? Donc, moi, je les appelle les services de garde parce que je peux passer d'un service de centre de la petite enfance à un service de garde en milieu familial, qui est aussi régi par le ministère de la Famille, une garderie privée subventionnée, puisqu'elle est privée, elle a été bâtie par quelqu'un, mais ses places sont subventionnées par le gouvernement. Les garderies privées, parce que ce qu'on veut au niveau du ministère de la Famille, c'est d'avoir une qualité de service pour nos jeunes et pour nos familles, pas 40 sortes. Mais on a quand même plusieurs façons de fonctionner. Et de ce fait, bien, le ministère de la Famille, son défi, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins d'enfants sur les listes d'attente, que tout le monde s'y retrouve et que finalement, l'aide et la genèse même des services de garde soient mises en application au quotidien pour les familles du Québec. Et en tant qu'ancienne présidente de la Commission scolaire de Laval, comment voyez-vous la résolution du manque d'espace dans les écoles primaires à Laval? C'est un beau problème. Hein? Oui, un beau problème. Il fut un temps que je vous dirais qu'on se demandait ce qu'on ferait avec l'espace excédentaire. Et la commission scolaire du temps a dit, bien, on va fermer des écoles. Là, on a le problème contraire. Les commissions scolaires fonctionnent avec les chiffres du gouvernement. Donc, c'est à elle de faire la preuve de l'espace qu'elle aura besoin pour pouvoir asseoir tous ces enfants-là dans une classe adéquate, sécuritaire, pour pouvoir accueillir. Maintenant, certaines commissions scolaires font des choix, d'autres en font d'autres. Déplacer de la clientèle, ça peut en être une. Hein? Faire en sorte qu'on ajoute ou on fait des demandes d'ajout d'espace, et c'est exactement ce que la Commission scolaire de Laval a fait. Ils demandent au ministère des demandes d'ajout d'espace ou des nouveaux bâtiments. Le défi qu'on a à Laval, c'est que dans certains endroits, on ne peut pas avoir de nouveaux bâtiments. Je vous en nomme un, dans le Chamédé. Trouvez-moi un terrain vacant pour construire une école, puis je lui lève mon chapeau parce que ça n'existe pas. Alors, il faut faire avec ce qu'on a, puis voir comment on peut faire. Et quelquefois, il y a une espèce d'effet domino. Hein, si je déplace une classe ici, bien, il faut que je déplace de ici une classe là. Puis de là, il faut que je déplace 2 classes pour aller là. Et l'effet domino fait que j'arrive à combler l'ensemble des espaces que j'ai. Et à Québec, par exemple, ils ont trouvé une solution à court terme, les roulottes dans les cours d'école. Est-ce que ça serait peut-être une solution qu'on pourrait utiliser ici, à Laval? Je vous dirais, là, c'est vraiment l'ancienne présidente qui va vous répondre. Mais, ça s'appelle des préfabriqués. Oui. Des préfabriqués parce que roulotte, c'est moins adapté pour la température du Québec.
préfabriqué, il y a une espèce de petit solage bien solide, c'est chauffé, il y a l'électricité, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Quelquefois, c'est la meilleure solution. Et vous savez, en éducation, il y a une règle qui veut qu'il n'y a rien de plus permanent que ce qu'on installe temporairement. Alors, quand on choisit de mettre une préfabriquée à une école, on fait un choix d'allonger peut-être la possibilité de les garder un petit peu. Je suis sûre qu'à la commission scolaire de Laval, s'ils décident de mettre une préfabriquée, ça va être vraiment au dernier recours. Mais en même temps, comprenez bien qu'on ne veut pas non plus mettre un enfant dans un autobus pour 3 heures pour se rendre à sa prochaine école parce qu'il n'y a pas de place dans celle-là. Oui. Donc, il faut utiliser nos espaces le plus possible. Il faut maximiser puis optimiser ce qu'on a. Mais en dernier recours, si tout ce qu'on a pour pouvoir dépanner les jeunes, bien, ça va être dans les préfabriqués. Puis je vous dirais que chez nous, si vous avez besoin d'un exemple, Montmorency, le cégep Montmorency a une entente avec la commission scolaire de Laval pour les pompiers. Parce que vous savez qu'à Laval, ça donne que c'est dans Mille-Îles, là. Oui. Mais à Laval, il y a la seule et unique école de pompiers publique au Québec. Elle n'existe nulle part ailleurs, elle est vraiment unique. C'est nous qui l'avons à la commission scolaire de Laval. Ça donne qu'elle est dans Mille-Îles. Puis elle est tout à fait collée sur l'école Leblanc, qui est beaucoup proche du pont de la 25, là, dans l'Est complètement. Et le cégep Montmorency, en ayant cette entente-là, avait un manque d'espace. Les élèves devaient faire Montmorency Saint-François pour pouvoir faire le trajet. Alors, ils ont mis des préfabriqués pour pouvoir ajuster le tout, puis faire en sorte que les élèves pouvaient se rendre à Leblanc, rester à Leblanc, puis faire les travaux. Maintenant, depuis ce temps, ils font des demandes d'agrandissement, puis d'ajustement, puis c'est au gouvernement, par le biais du ministère de l'Éducation, de choisir le bon moment dans un budget très serré en ce moment pour pouvoir investir. Et faire le gros... saut, oui, c'est ça, faire le gros saut de l'aménagement. Puis à partir de là, bien, les sommes sont libérées. L'école, avec le cégep, va faire son plan de match et présenter les plans au ministère. Puis après ça, les choses vont se faire. Et une autre chose, un autre point très important dont vous vous occupez, c'est la lutte contre l'intimidation, qui semble être un problème assez important en 2014. Et c'est à vous, en fait, qu'on a confié cette responsabilité-là, parce que vous vous occupez du ministère de la Communauté, de la Famille. Est-ce que c'est pour ça qu'on vous l'a confié? Je vous dirais que c'est la première fois qu'un premier ministre décide de mettre en place un ministère qui va s'occuper de la lutte contre l'intimidation. Un peu comme quand M. Charest avait dit « il y aura une ministre responsable des aînés ». Ça s'était jamais vu. Si on s'y attarde, si on se dit pourquoi on s'arrête puis on nomme quelqu'un pour s'en occuper, c'est parce qu'on veut vraiment en faire un débat de société. Et c'est le défi que j'ai. Le défi que j'ai, c'est de le relever. Il est clair qu'il y en aura toujours de l'intimidation. Ça fait partie de la construction de l'être que nous sommes, pour être capable de dire, ben oui, j'ai subi de l'intimidation, oui, j'ai déjà fait de l'intimidation. Il faut être capable de l'identifier. Comme société, on ne s'est jamais arrêté à l'identification de l'intimidation. Mais si on essaie de décrire l'intimidation, de la décrire en 2014, ça serait quoi? Ça serait excessivement difficile, je vous le dis. Il y a trop de points à souligner. Et c'est pour ça qu'on s'arrête le 2 octobre en forum, toute la journée, avec cette fois-ci des spécialistes, des gens de tout acabit, qui vont venir de tous les milieux pour venir nous parler de c'est quoi l'intimidation. Donc, en premier lieu, on l'identifie. En deuxième lieu, on se dit, bon, OK, on ne peut pas l'arrêter, elle existe. Qu'est-ce qu'on fait pour la contrer au moment où elle se doit d'être contrée? Si je suis avec ma sœur et je la taquine, bien, peut-être que j'utilise un peu l'intimidation. Je suis sa grande sœur, je peux être un peu intimidante. Mais si je suis dans le métro et que je veux la place de quelqu'un d'autre, et pour avoir sa place, bien, je commence à être intimidante, alors là, ça devient la différence entre quelque chose qui est acceptable et quelque chose qui est inacceptable. Et puis après, comment je fais en sorte que monsieur, madame, tout le monde se mêle des affaires de monsieur, madame, tout le monde? Je vous explique. Si je suis dans le métro et je vois une scène d'intimidation, est-ce que de façon très facile et légère, je vais aller interpeller les gens? Eh bien non, parce que je me dis, bien, si je me mêle de ça, le gars, il a-tu un couteau dans ses poches? C'est ça, je vais me faire attaquer. Oui, c'est ça, c'est moi qui va... C'est ça, puis j'ai pas le goût de ça, puis après ça, qu'est-ce qui va arriver? Je vais débarquer du métro, il va me suivre. Mais si la société se prend en main puis met en place des règles très précises qui fait en sorte que si je dénonce ou si je m'interpelle, eh bien, je suis protégée,
bien, nous aurons déjà établi une étape très, très grande pour s'assurer que le Québec devient meilleur. Et dans le fond, la vision qu'on a, c'est un peu ça. Comment on transforme le Québec, comment on le rend meilleur par des petits gestes qui passent par un peu tout le monde pour s'assurer que l'intimidation, celle qui blesse, celle qui démolit, celle qui est à la fine ligne de la violence, elle s'arrête là. Et croyez-vous que, grâce ou à cause des réseaux sociaux, maintenant, c'est une réalité encore plus grande, l'intimidation sur les réseaux sociaux, parce qu'on a droit à la libre expression? On a surtout le droit à l'anonymat. Et c'est là où ça devient un peu plus dangereux. Les dossiers qu'on a vus avec les jeunes jusqu'ici nous font comprendre que l'accessibilité, quand je quitte l'école et je rentre dans ma chambre, eh bien, si j'ai un téléphone intelligent, mon agresseur peut rentrer avec moi dans ma chambre. Oui, c'est vrai, c'est une belle manière de voir. Parce que il est juste dans ma main, là. Alors, il continue à écrire des insultes, il continue à poser des gestes et si je suis une victime et je ne sais pas trop comment m'en sortir, puis en plus, j'ai un brin de curiosité, je ne l'enlève pas de là. J'essaie de le suivre, de voir ce qu'il dit, et ça me heurte à chaque fois. Donc, on a vu des histoires qui se finissaient très, très mal, de jeunes qui ont posé des gestes qu'on ne peut pas récupérer parce qu'il y avait de l'intimidation et un agresseur important. Maintenant, le virtuel, on ne peut pas l'éliminer. On le dit toujours, hein, la technologie, c'est l'avenir. Mais comment on fait pour s'assurer qu'elle est utilisée intelligemment? Parce que si je suis capable d'agresser quelqu'un, je suis aussi capable d'être gentil, je suis aussi capable de poser des gestes corrects. Mais est-ce que je sais que je suis un agresseur? Est-ce que je sais que le geste que je pose, que je trouve que c'est de la taquinerie, tout d'un coup, ça devient une agression? Si la personne ne sait pas ce qu'elle fait, et que si l'autre personne n'exprime pas son désarroi, alors là, j'ai un problème. C'est ça. Alors, il faut qu'on trouve collectivement un moyen d'identifier, de savoir comment le nommer. Dire, quand tu taquines quelqu'un, tu as un drôle de... Ta coupe de cheveux est drôle. Puis là, la personne a dit, ah ben oui, aujourd'hui, ou a dit, j'aime pas ça quand tu dis ça. C'est pas gentil. Je me sens pas bien quand tu dis ça. Tout d'un coup, je viens d'identifier un sentiment. Je viens de vous dire que le geste posé. Et c'est là où il faut amener les gens. Et ce qu'on s'est aussi rendu compte, parce qu'en 2012, Mme Beauchamp avait introduit dans les écoles le projet de loi 56. Donc, toutes les commissions scolaires ont des plans de match sur l'intimidation. Par contre, le scolaire nous a dit, c'est pas assez. Les jeunes arrivent après, puis ils passent avant, ailleurs, et il faut qu'on trouve un juste milieu. Alors, le premier ministre a dit, de la jeunesse jusqu'aux aînés. Oui. Et c'est un défi qu'on a, mais je pense qu'on est capable de s'y attarder puis de réussir. Et c'est réellement une réalité là, pour les personnes âgées qui souffrent soit de maltraitance physique ou psychologique. Est-ce que c'est une grande réalité qu'on fait face à Laval aussi? La maltraitance, c'est partout. Oui. Mais vous savez, la maltraitance, c'est l'isolement aussi. La maltraitance, c'est pas un coup, mais c'est une façon de faire qui fait que la personne aînée se sent inutile, pas au service de personne, personne l'aime, elle s'isole, elle s'occupe plus d'elle, elle tombe un peu dans la pauvreté. Et là, tout d'un coup, je suis en train de démolir une génération de gens par des petits gestes qui se posent ou qui se posent pas. Donc oui, la maltraitance, elle existe partout. Maintenant, on a mis en place la ligne Info Aînés pour pouvoir faire en sorte que les gens puissent dénoncer des gens, appeler puis demander si c'est ça qu'ils vivent puis comment ils peuvent trouver de l'aide. Mais si on est capable de l'attraper avant, un peu dans l'intimidation, bien peut-être qu'on va être capable de ralentir les gestes posés par les proches, par les gens alentour des personnes aînées qui posent des gestes qui, quelquefois, sont vraiment pas intéressants pour les uns et pour les autres. Et un moyen que vous utilisez, c'est le programme de la lutte contre l'intimidation, où vous invitez les Québécois à se prononcer de façon anonyme. Tout à fait. Sur l'intimidation. Parlez-nous un peu de ce programme-là. Bien, il y a deux façons de faire. Il y a celui où vous pouvez répondre sur Internet, et c'est là qu'on voit que les médias sociaux sont intéressants, à un sondage. C'est pas un sondage de témoignage. Nous ne voulons pas savoir dans quelle situation vous avez vécu quelque chose. On veut savoir, est-ce que vous en avez vécu? Alors, est-ce que vous savez ce que c'est l'intimidation? Est-ce que vous avez déjà vécu? En avez-vous déjà fait?
Et vous êtes qui? Vous avez quel âge? Êtes-vous une femme ou un homme? Vous êtes dans quel milieu social? Pour au moins pouvoir avoir une statistique de est-ce qu'on reconnaît l'intimidation. La deuxième, c'est à l'ensemble des organismes ou aux individus qui veulent écrire un mémoire. Ils ont jusqu'au 30 novembre pour écrire un mémoire, puisque le 2 octobre, il y a le forum. C'est ça, c'est une grande date si jamais les gens veulent assister. Non, c'est un forum fermé. Okay. Oui, c'est ça. C'est un forum fermé et c'est triste parce qu'on aurait aimé ça ouvrir à tous, mais il fallait vraiment se structurer. Mais ce que je dis aux gens, c'est que c'est le début. C'est pas la fin. Le 2 octobre, c'est le début, puisque le 3 octobre, on reprend le bâton de pèlerin puis on fait notre chemin pour pouvoir en parler encore plus. Et c'est vraiment le début parce que le premier ministre avait dit, lorsque vous avez été élu en avril dernier, que vous alliez prendre 100 jours pour finalement venir et avoir un forum. Donc, c'est vrai que c'est juste le début, là. Tout à fait. La volonté du premier ministre, c'est de pouvoir regarder avec l'ensemble des ministères, parce qu'ils sont tous invités. La justice, l'éducation, la santé, ça touche tout le monde, puis ça passe par toutes les règles qu'on a dans nos ministères. Donc, le premier ministre a dit, on va se donner un endroit où on va se faire interpeller par les gens. Qu'est-ce qui se fait? Comment ça se fait? Est-ce qu'on peut avoir des échanges de bonnes pratiques? Est-ce que le scolaire est au rendez-vous? Est-ce que les milieux de personnes aînées qui sont assis ensemble toute la journée peuvent nous en parler aussi? Est-ce que les centres de la petite enfance ont quelque chose à dire? Y a-t-il de la prévention à faire de ce côté-là? On peut-tu aider, nous, de ce côté-là aussi? Donc, si tout le monde en parle, puis tout le monde s'en mêle, bien après, à partir du 3, bien là, on a jusqu'au 30 novembre pour déposer un mémoire. Donc, vous avez compris qu'on ne sortira pas du forum avec un plan de match. Là. On va sortir du forum avec plus d'idées. Le 30, on a la fin de la réception des mémoires. Donc, il y a une lecture qui va se faire et probablement que dans le premier trimestre de l'année 2015, le premier ministre pourra déposer l'ensemble des mesures qui seront mises en place pour le début d'un processus sociétal qui s'appelle la lutte contre l'intimidation. Et je pense qu'on va arriver quelque part. C'est juste le début et je vois déjà je vois qu'il y a de l'espoir énormément. En terminant, j'aimerais vous laisser vous adresser directement aux concitoyens lavallois pour leur dire un petit mot. Je pense que... Un petit mot aux concitoyens lavallois. Je vous dirais, dans ces années sombres que nous avons passées, impliquez-vous. Vous avez un goût pour le scolaire, il y a des élections cette année, le 2 novembre. Vous avez le goût pour le provincial, il y a des partis, il y en a plusieurs. Impliquez dans celui qui vous parle, parce que c'est en s'impliquant qu'on change le monde. C'est en donnant du temps, que ce soit aux organismes, que ce soit en bénévolat, dans le centre de bénévolat de Laval, mais que c'est toujours en s'impliquant qu'on arrive à changer les choses. Donc, au plaisir de vous rencontrer, impliquez-vous. Merci beaucoup. Et c'est sur les paroles de Francine Charbonneau que l'on se laisse. Si jamais vous avez des questions, on vous invite à nous appeler ou à nous écrire à l'adresse qui est inscrite au bas de l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite une belle semaine.